quel devrait être le rôle de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO? Celle-ci, à travers son secrétaire général, a fait une sortie médiatique pour apporter un démenti sur ce qu'il qualifie de désinformation de M. Freddy Mulumba relative à l'attitude de l'Église catholique face au danger de la balkanisation de la RDC. Monseigneur Cholet, cité dans ce communiqué, accuse M. Freddy Mulumba désinformation. M. Freddy Mulumba a donc désinformé l'opinion selon Monseigneur Cholet de la CENCO et dit que ce n'est pas la première fois que M. Freddy Mulumba puisse désinformer l'opinion. Ça veut dire que M. Freddy Mulumba a l'habitude à désinformer, ce qui est pour lui à peine croyable de la part d'un scientifique de son rang, s'il faut considérer son diplôme, et ce n'est pas la première fois de faire ce genre de déclaration. Aujourd'hui, nous avons donc M. Freddy Mulumba qui vient donc répondre ou apporter sa part de vérité dans cette affaire. M. Freddy Mulumba, bonjour et bienvenue. Bonjour Dan, comment ça va? Ça va bien, merci beaucoup. Et vous vous portez bien après avoir suivi cette déclaration, de cette sortie médiatique de l'abbé Cholet? Non, j'étais très surpris de voir que Monseigneur Cholet, le National Cholet, m'a cité énormément. Oui. C'est vrai, j'ai fait une émission sur HK Today. Cette émission a été commentée par Africa Flash. Ils ont fait un commentaire sur mes propos. Donc, ce n'était pas une interview. D'habitude, je n'aime pas de polémique. C'est un débat intellectuel. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, on donne son point de vue. Je peux rappeler quelque chose à Monseigneur Cholet. Que j'ai eu la chance d'être formé par les moignals au monastère Trappistine de Chimay. Mais ça n'empêche pas que vous puissiez désinformer. Non, Monseigneur Cholet sait très bien. Vous avez l'habitude de désinformer. J'ai dit ceci, Monseigneur Cholet sait très bien. Quand on passe par le monastère, c'est la rigueur et la vérité. On ne dit pas de mensonges. Je ne vois pas pourquoi je peux mentir. Et deuxième chose, peut-être je ne suis pas habitué à parler de moi. Mon diplôme, je ne l'ai pas ramassé. Je l'ai eu à la FICAM, donc Faculté universitaire catholique de Mons. Il a démontré ici que ce que vous avez dit est une désinformation. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que des enfants, peut-être, mes connaissances ne sont pas suffisantes. Je vais t'expliquer ce qui dit des informations. Donc, pour dire que j'ai fait des études de sciences politiques au Faculté catholique universitaire de Mons. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit tous modestes. Mons en Europe. C'est en Belgique. En Belgique. Okay. Donc, je suis un catholique. Mais le temps que j'ai passé au monastère Trappistine, ceux qui ont supporté toutes mes études, je vois très mal aujourd'hui me permettre de les informer ou bien d'être manipulé. Je ne pense pas. Donc, j'essaie de dire la vérité. Je sais que la vérité blesse. Vous savez, les titres, les commentaires qui ont été faits par Africa Flash, c'était sur mes propos. Et le titre était RDC, Tshisekedi et les Congolais doivent écouter Freddy Mulumba pour éviter un désastre. Ça ne vient pas de moi. C'est quelqu'un qui a titré. Il a donné ses raisons. Donc, par rapport à mes propos, il faut que les gens comprennent qu'est-ce que j'ai dit réellement. Oui. Pour qu'on comprenne un peu ce que Monseigneur a voulu dire que c'est une désinformation. Donc, je vais relever 4 points. Donc, dans ce que j'avais dit dans les commentaires sur Africa Flash. Okay. J'ai parlé des complicités qui sont dans des institutions, dans les églises. Il y a des complices.
Parce qu'on ne peut pas comprendre que le pays soit occupé. Ça fait 2 ans que Bunagana est occupé. Que Kagame, les multinationales, pillent nos richesses, ils occupent les mines de Rubaya. À Kinshasa, ni les gouvernements, ni l'église catholique ne parlent. Toutes les églises, même les élites. Il y a un silence. J'étais très inquiet. Je dis quand même, il faut qu'on en parle. Deuxième chose concernant la réaction de Monseigneur, en fait, je pense qu'il est réagi par rapport à ce que j'ai déclaré sur Monseigneur Iringi, évêque de Bunia. Monseigneur Iringi, en 2020, il était parti en Allemagne. Et quand il est arrivé en Allemagne, invité, il est entré dans un bureau, il a vu la carte du Congo coupée en 4 États. En Allemagne. En Allemagne. Monseigneur est rentré à Bunia, il a fait une messe, il a tout expliqué, une sorte de conférence. Pour expliquer ce qui se passe là-bas. Il a dit clairement, on veut nous prendre nos terres. Très clairement. Mais ce qui m'a étonné, c'est de voir que ce que Monseigneur Rindu a dit, ça n'a intéressé ni l'Église catholique, ni le gouvernement. Ça signifie qu'il fallait normalement qu'on récupère cette information. D'abord, qu'on informe le peuple qu'il y a une menace claire qui vient du monde occidental. La carte du Congo est coupée en 4 États. Déjà, le fait que Monseigneur Wingui en parle, c'est déjà l'Église catholique. Oui. Qui dénonce. Ici, quand je parle de l'Église catholique, ce n'est pas l'institution. Je parle de l'Église catholique en tant que communauté de croyants. Parce que je me rappelle du temps du cardinal Moussengo. Oui. En 2012, je pense que Monseigneur Scholl a fait référence à ça. Quand il y a eu la guerre, je pense, de M23, on avait déjà occupé Goma. L'Église catholique, donc la Cinco, a fait un message pour mobiliser les croyants. Les gens ont marché. Ce qui ont marché, ce n'était pas les évêques. C'était le comité de croyants. Parce que ces chrétiens ont besoin d'informations. Ils ont marché. Maintenant, le projet est en train d'être réalisé. On a occupé Bunagana, ça fait 2 ans. On a occupé les mines. Actuellement, nous sommes devant une organisation de fêtes. Nous faisons quoi? Ni l'Église, ni les pouvoirs politiques, le gouvernement, personne ne parle. Et ça donne ce silence. Donc, même pas silence, mais je dirais un peu, comme la population, comme les croyants ne sont pas encore informés, il est difficile qu'ils soient mobilisés. Donc, en parlant de ça, c'était pour rappeler à l'Église, sa mission, en tant que communauté de croyants, c'est défendre la liberté. Vous avez dit tantôt ici, vous avez parlé du premier point, des raisons qui vous ont poussé à dire ça. C'est justement, vous avez parlé de la complicité au sein de l'Église. Complicité avec qui exactement? J'ai dit ceci. Qui est complice? Oui. J'ai dit qu'il y a des complices au sein du gouvernement. Il y a des complices au sein des églises. De toutes les églises, il y a des complices au sein de notre société. Mais quand vous parlez de l'Église catholique, vous faites allusion aux évêques de la Cinco? Je pense que si j'ai dit qu'il y a complicité, c'est parce qu'il y a un silence. Actuellement, là, l'Église devrait prendre position par rapport à l'occupation de Bunagana. Ce sont les chrétiens qui sont là-bas. En quelque sorte, les évêques sont complices de ce qui se passe. J'ai dit ceci au sein des églises, au sein du gouvernement, au sein des classes politiques congolaises, de l'opposition, tout comme qui sont au pouvoir, nous avons des complices. Pourquoi je l'ai dit? C'est par rapport au silence. Donc, si le silence traduit la complicité de l'Église, qu'est-ce qu'on peut dire de l'Église catholique? J'ai dit, non, c'est pas seulement l'Église. Pas seulement catholique. Tous les Congolais, nous sommes complices. Parce que normalement, nous tous. Vous êtes complices? Je dis que nous tous, Congolais, nous sommes complices. Parce que normalement, on devait s'organiser pour mobiliser notre peuple. Marcher. Comme on l'a fait en 2012. Parce qu'il y avait menace de balkanisation. La Cinco a fait un communiqué. Monseigneur Sore le reconnaît. Les gens étaient dans la rue. Mais maintenant, nous sommes devant une balkanisation de faits. On fait quoi? Dénoncer, ça ne suffit plus. Je prends toujours l'exemple de l'Église catholique en Afrique du Sud, pardon, en Amérique du Sud. Ils ont utilisé ce qu'on appelle la théologie de libération. Ce sont les églises, les chrétiens catholiques qui se sont battus pour se libérer de la dictature, des dictatures en Amérique du Sud. L'actuel pape Jean-Paul, pardon, Benoît, pardon, c'est qui encore le pape François. Mais il était archevêque
en Argentine. Argentine. Mais il s'est battu très sérieusement avec la population pour que les dictatures tombent. Comment est-ce qu'aujourd'hui, les Rwandais, l'Ouganda et l'imitation occidentale occupent le Congo? Notre église est muette. Quand je dis muette dans le sens que les croyants ne sont plus informés comme dans les temps. Comme du temps de Mosengo. Il y a eu un relâchement. Oui, comme du temps de Mosengo, chaque fois il y avait des lettres pastorales. On lisait à l'église. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lit dans nos églises? Rien. Donc nous allons nous réveiller le matin. Donc, on est devant un fait accompli. Le Congo est coupé en morceaux. Mais là-bas, il y a quand même des chrétiens. Et je veux rappeler ici à ceux qui ne connaissent pas, les premiers martyrs de la guerre à l'est du Congo, les premiers martyrs congolais, c'est Monseigneur Muziriwa. C'est le premier qu'on a assassiné. Et on a tendance à oublier ça. Il n'y a pas que Monseigneur Muziriwa. Vous avez Monseigneur Kataliko. Lisez l'histoire. Est-ce que notre église aujourd'hui est capable de mobiliser notre peuple pour défendre comment dire, la liberté et l'indépendance du pays? C'est la question de fond. Donc, la raison principale pour laquelle l'Église ne parle pas, selon vous, M. Freddy Mulumba, vous êtes un journaliste de renom, ancien DG de la RTNC. Selon vous, ce silence de l'Église a pour raison principale la complicité, ou il y a d'autres raisons qui empêchent l'Église de parler aujourd'hui? Non, moi je vois que ce silence, il n'y a pas seulement que l'Église. L'Église fait partie de notre société. Hein? Donc le silence c'est un phénomène général sur notre société, sur la question de l'Est du Congo. Il n'y a pas seulement que l'Église qui est silencieuse. Le gouvernement est muet. Vous avez les universitaires, combien parlent? Et les médias, il y a un problème. Donc on est parvenu à casser l'âme du Congo. Si vous voyez, dans toute société, hein, il y a des gens qui portent des projets ou bien qui portent les valeurs d'une société. Vous avez à peu près 4 pôles, bien 4 pôles d'acteurs. Vous avez les universités. Les universités forment des gens, forment des élites qui vont gérer et défendre les intérêts de la communauté ou bien du pays. Or, actuellement, les universités sont cassées. Donc, on a cassé l'âme congolaise. Il n'y a pas d'université, ni bibliothèque, ni laboratoire. Et les enseignants sont payés d'une manière désordonnée. Donc, quand on casse l'université, on casse la société. Premier élément. Deuxième élément, les médias. C'est à travers les médias que l'information circule, grâce aux médias. Mais regarde, nous sommes dans quelles conditions? Mais aussi votre bilan, M. Freddy. Non, écoutez, ça, c'est autre. Tu vas me poser la question après. Je ne parle pas de manière générale. D'accord. Hein? Regardez les débats que vous faites aujourd'hui. Les pays sont occupés. Bunangana, ça fait 2 ans. On vous dit que la balkanisation des fêtes est en train d'arriver. Vous vous dites encore sur les constitutions. Il y a un problème. Il y a un problème. On ne sait pas voir qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est accessoire. C'est ça les dangers actuellement au niveau de notre classe politique et au niveau des médias. Et c'est ça, tous les médias, publics tout comme privés. Et troisième élément que je voulais aussi relever, ce sont les églises. Vous suivez toutes les prêches de nos pasteurs, tout comme de nos prêtres. Quel est le contenu de leur discours? Quelle est l'information qu'on donne à la population? Nous sommes occupés. On pille, on tue 10 millions de morts, 7 millions de déplacés internes. Mais quand vous êtes dans les églises de réveil, tout le monde prie pour avoir des postes de travail, donc avoir du travail, avoir l'argent et s'enrichir. Il semble qu'il prie aussi pour le Congo, pour la paix dans notre pays. Non, écoutez un peu, la paix, ce n'est pas la prière qui va mettre fin à la guerre. Il ne faut pas être naïf. Et là, la religion, prier pour la paix. La religion devient l'opium du peuple. Quand vous êtes occupé, on fait comment? Vous mobilisez le peuple chrétien pour chasser ceux qui occupent les pays. Non, on ne les fait pas. À quoi ça sert? Il faut normalement que les Rwandais viennent nous occuper encore à Kinshasa pour qu'on soit tranquille ou bien qu'on puisse comment dirais-je, se réveiller. On vous dit que les pays sont en train de... Pardon, Kagame Museveni occupe déjà des terres. Ils veulent assez qu'on puisse reconnaître officiellement par le président que ces territoires appartiennent au Rwanda et à l'Ouganda. On vous dit ça.
Donc c'est le plan c'est la carte du Congo divisée en 4 qui est en train de se matérialiser. C'est la balkanisation qu'on est en train de matérialiser. C'est que moi qui m'étonne. Et c'est quand je dis que nous sommes tous responsables, c'est dans le sens que, je prends l'exemple de Museveni. La fois dernière, je vous ai expliqué ici, il a publié un article en 2022 où il dit clairement qu'il faut annexer les Kivu, les deux Kivu jusqu'à Nuturi. Parce qu'il y a des populations qui sont proches de notre population rwandaise comme ougandaise. Il a parlé clairement de Banyarwanda et de Banyamulenge pour mettre en place l'État fédéral de l'Afrique de l'Est. Museveni a écrit, mais Museveni vous demande de tracer une route de l'Ouganda jusqu'à Goma. Ça signifie quoi? Ça, moi, j'ai dit, nous sommes responsables parce qu'on n'est pas capable d'expliquer à notre peuple les véritables enjeux de cette guerre. Et eux, ils sont décidés à couper le Congo. Si on ne construit pas un rapport de force, c'est fini. Voilà pourquoi moi j'ai dit, l'Église, c'est la seule institution aujourd'hui qui peut mobiliser notre peuple. Mettre le peuple dans la rue, pas pour la Constitution, mettre le peuple dans la rue pour réclamer nos terres qui sont occupées. Et elle est contre les projets d'organisation qu'on est en train de réaliser. La seule institution, c'est l'Église qui doit faire ça. Parce que depuis l'histoire de ces pays, depuis la création des États indépendants du Congo, l'Église est toujours présente. C'est la seule institution qui peut... C'est la seule institution qui est mieux organisée, qui a des écoles, qui a des universités, qui peut produire la pensée, qui peut, comment dirais-je, former des élites de qualité. L'Église ne joue pas son rôle. L'Église ne joue pas son rôle. Ne joue pas son rôle, ou bien ceux qui sont des responsables ne jouent pas le jeu clair. Il faut que ce soit très clair. Parce que si on ne fait rien, le pays va disparaître. Le pays sera balkanisé. Donc l'Église doit prendre ses responsabilités. Quand je dis Église, il n'y a pas seulement que l'institution. Aussi les fidèles. Non. J'ai dit, il n'y a pas seulement que les institutions. Il y a la communauté des croyants, nous tous. Nous devons nous battre pour la liberté et pour l'indépendance de ce pays. En 55, 56, pour ceux qui ont la mémoire, la conscience africaine, qui était à la base, c'est Maloula. Mais M. Fedi Moulumba. Pour former l'élite, aller contre la colonisation, c'est Maloula qui a fait ça. Il était archevêque. Oui, certains Congolais estiment que cette question de occupation de notre pays est entre autres due à la mauvaise gestion de la chose publique, à la gouvernance qui est défaillante. Est-ce que vous êtes aussi de cet avis? Je dirais un peu, les gens ne sont pas informés des questions géopolitiques. Comment ça? Les gens ne comprennent pas que nous sommes un enjeu. Tout le monde veut mettre la main sur le Congo. Mais vous ne dites jamais ce que les autorités doivent faire. Les autorités... le président particulièrement, par exemple. Le président, il est acteur politique comme les autres, comme tous les autres. Il est acteur politique. Mais le problème, savoir, ça fait une guerre, ça fait 30 ans. Mais en tant que chef de l'État, il a une responsabilité majeure cette guerre, dans cette guerre. Vous ne voyez pas que son rôle aussi doit être épinglé en quelque sorte. Tous les présidents, donc à partir de Kabila, sont venus trouver la guerre. Mzee Kabila est venu avec la guerre. Kabila a trouvé la guerre. Il vient de trouver la guerre. Donc là où il y a des élites lucides, se poser la question, pourquoi cette guerre perdure? Ça fait 30 ans. C'est quel objectif? Ce n'est pas un problème d'individu. On a décidé de faire imploser le Congo. Qui ont décidé, ce sont les Américains, pour ne pas dire les globalistes, les impérialistes comme Monseigneur Cholet vient le dire, globalistes mondialistes, ils ont décidé de couper le Congo en morceaux. C'est très clair, il n'y a pas de discussion. Ce qui va les arrêter, c'est le rapport de force. C'est d'abord le rapport de force, le premier rapport de force, c'est la construction, je dirais un peu, c'est de donner l'information au peuple. Quand un peuple est informé, il peut savoir défendre ses intérêts. Notre peuple est sous-informé ou mal informé. Le deuxième rapport de force, il est militaire.
nous devons être capables de construire une armée pour chasser tous ces gens-là qui sont sur notre territoire. Et le troisième rapport de force, c'est la population. Les jeunes vont mettre 10 millions de Congolais dans la rue. Je dis 10 millions. Cette guerre va terminer. Vous êtes sûr? Vous avez vu ce qui s'est passé la fois dernière. Il y a eu quelques Wewa qui ont essayé un peu de troubler l'ordre ici. Ils ont brûlé des véhicules. L'ambassadrice des États-Unis d'Amérique est partie voir le président Tshisekedi. Ces gens ne comprennent que les rapports de force. Il faut étudier la philosophie occidentale. Vous êtes faibles, on vous écrase. Ceux qui pensent qu'avec les prières, on va chasser ceux qui occupent notre territoire se trompent. Il n'y a que le peuple qui doit être dans la rue, donc se mobiliser pour chasser ceux qui occupent Monsieur Fodi Moulumba, notre pays. Vous n'êtes pas chrétien vous-même, puisque vous êtes en train de dénoncer un peu ce que font les pasteurs et les évêques de la catholique. Il y a aujourd'hui beaucoup de programmes dans des églises. Non, dites que je ne suis pas chrétien. J'ai l'impression que vous n'êtes pas chrétien. Quoi. Vous dénoncez un peu les pratiques qui se font dans les églises. Voilà, vous combattez en quelque sorte l'autorité ecclésiastique. Alors, M. Fodi Moulumba, il y a des programmes aujourd'hui à travers le pays, 40 jours de jeûne et prière, 21 jours, 30 jours, 15 jours, 2 semaines de jeûne et prière pour préparer l'année 2025. Ça se fait dans toutes les églises. Et Quelle église? Mais je ne vais pas citer les noms des églises. Non, il y a église. Moi, ici, on parle de l'église catholique. Beaucoup plus. Qui est une institution mieux organisée, qui couvre toute la République, qui a toute une histoire. L'église catholique est à la base de la création de l'État congolais. Elle était actrice de la création de l'État indépendant du Congo. L'église catholique était là. C'est pas par hasard que vous voyez toutefois l'église paraît. C'est pas par hasard. C'est un acteur important. Il ne faut jamais oublier ça. Donc nous parlons de l'église catholique. Je ne voudrais pas parler de l'église de réveil. Non, je parle de l'église catholique, qui est une institution ça fait plus de 130 ans que cette institution existe. Mais est-ce que cette institution joue le rôle qu'il faut? C'est la question de fond. Alors, Monseigneur Chollet dit que l'Église catholique ne parle pas de la balkanisation. Parmi les dénonciations que vous faites, vous dénoncez le fait que l'Église catholique ne parle pas de la balkanisation. Ils sont ailleurs. Tout le temps, c'est attaquer Félix Tshisekedi, attaquer le pouvoir. Est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est faux? Et c'est faux, ce que je dis là. Il n'y a pas de fausseté, il n'y a pas de ligne des informations. Il n'y en a pas. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui, qu'est-ce qui est, je dirais un peu, quelle est la contradiction principale? Qu'est-ce qui est essentiel? C'est l'occupation du Rwanda, donc l'occupation du Congo par le Rwanda et l'Ouganda. Et la menace de balkanisation, les gens vous disent clairement que c'est déjà fait. L'Église va passer tout son temps à attaquer le président? Non. C'est d'abord informer la communauté des croyants, donc tous les chrétiens. Regardez la situation dans laquelle nous trouvons. Le pays est occupé par les Rwandais, on pille, il y a des multinationales qui font ça. Quand les croyants catholiques chrétiens après l'information, ils peuvent s'organiser pour sauver le pays. Je viens de vous rappeler ici, dans les temps, quand Monseigneur Mosengo était à la tête de l'archevêché de Kinshasa, de l'Opoluvi, comme on peut dire, c'était chaque fois à la messe, il y avait des lettres pastorales. On informait le peuple de Dieu, donc moi les catholiques. Ils savaient ce qui se passe à l'Est. Aujourd'hui, je ne sais pas, parce que vous n'êtes pas catholique, allez dans les églises catholiques, suivez un peu les prêches. Il n'y a même pas une lettre pastorale. Au moins, chaque semaine, il y avait une lettre pastorale qui dénonçait ce qui s'est passé à l'Est du Congo. Avec le départ de Monseigneur Monsengo, son décès... Je pense qu'il y a quand même un problème. Je pense que tout le monde le constate. Tout le monde le constate. Avec l'actuel archevêque. Oui, je pense que tout le monde le constate. C'est un constat. Nous sommes tous, je suis chrétien, je suis catholique. Je vais te dire que j'ai une formation, je suis très proche des moines trappistes. Au monastère, on ne dit pas de mensonges. On ne flatte pas.
Dans toutes les raisons que Monseigneur Chollet a évoquées dans ce communiqué, ce sont des raisons qui sont valables. Mais seulement, elles datent de l'époque de Monseigneur. Oui, je pense que l'Église a fait un grand travail, personne ne peut le contester. Mais actuellement, on ne voit pas clair. C'est la question. Parce qu'au lieu de passer du temps dans des querelles secondaires, il faut qu'on ait, pas dénoncer, qu'on mobilise notre peuple contre La balkanisation. la balkanisation, contre l'occupation de Bunaganda, ça c'est clair, c'est quelque chose de palpable, et contre les pillages de nos richesses, en particulier les mines, les minerais de coltan. De coltan à Roubaïa. Ce sont des choses, on peut dire ça aux chrétiens, on dit, préparez-vous, demain on va marcher pour ça. Ils seront dans la rue, et quand l'Occident verra ça, que les chrétiens sont dans la rue pour réclamer que Kagame et Museveni quittent les sols congolais, les territoires congolais, quand ils verront que les catholiques et les chrétiens catholiques demandent à ce qu'on puisse plus payer notre pays, on est dans la rue, ces jours-là, l'Occident va nous prendre en considération, va nous considérer. Mais pour le moment, personne ne parle. Or, c'est l'Église qui devrait faire ce travail. L'Église catholique, notre Église ne fait plus ce travail. Voilà pourquoi j'ai pris le courage de le dire. Ce n'est pas une désinformation, c'est une vérité. C'est très clair. On laissera l'histoire venir nous juger. Vous avez suivi Monseigneur Ambongo hier, la messe d'hier, devant la jeunesse, où il a dit que faudrait pas que la jeunesse se laisse faire. Cette question de changement de la Constitution, ça n'apportera rien. La jeunesse doit se lever. La jeunesse doit se prendre en charge. Ce n'est pas la Constitution qui empêche qu'on construise des routes, qu'on donne du pain aux Congolais, qu'on construise des hôpitaux, des écoles de qualité. Est-ce qu'il y a tort par rapport à ça, M. Félima? Quelle est votre analyse par rapport à ça? Non, je pense que le cardinal a raison. Ce n'est pas suffisant. Il faut parler à la jeunesse. Oui. Il faut former d'abord la jeunesse. Est-ce que la jeunesse catholique est bien informée? Qu'est-ce qui se passe à l'Est? C'est la question. Est-ce qu'elle est bien informée? Et deuxième chose, est-ce que cette jeunesse est bien formée sur les enjeux, l'avenir de notre pays et les menaces? Je pense qu'il serait mieux que tout catholique, évêque, archevêque ou bien simple croyant, puisse, je pense, comment dirais-je, se référer à Monseigneur Muziriwa. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Archevêque de Bukavu. Cet homme est mort pour l'indépendance de ce pays et pour la liberté. C'est le premier martyr qui a été assassiné par les Rwandais. Et je préfère peut-être, au niveau des églises, qu'on puisse faire appel aux écrits d'autres prêtres, évêques, tout comme père ou bien abbé, sur l'avenir sur Monseigneur Muziriwa. Il y a le premier livre, je vous dirais, parce qu'il faut former notre jeunesse. Allez-y. Mais avec ce que Muziriwa a fait, ça devient une référence. On peut voir le livre de Monseigneur Muziriwa. Non, c'est pas lui qui a écrit, on a écrit sur lui. On a écrit sur lui. Oui. Il y a le premier livre, je vais te donner, écrit par Monseigneur Sébastien Joseph Muyengo. Il est évêque d'Uvira. Actuellement, il est à Uvira. Au pays des crimes et des martyrs, Monseigneur Muziriwa, 25 ans après, un sacrifice pour rien. Exigence de la création d'un tribunal pénal international pour le Congo. Et ici, Monseigneur Sébastien Joseph Muyengo, il a donné l'esprit Muziriwa pour se battre. Je pense que si nos jeunes catholiques chrétiens pouvaient s'inspirer, pouvaient avoir l'esprit Muziriwa, je ne pense pas que le Congo serait encore occupé par le Rwanda et l'Ouganda. Un deuxième livre sur Monseigneur Muziriwa, parce que en dehors de Muziriwa, vous avez aussi Catholico, mais
Moi, j'ai seulement le livre de Muziriwa parce que quand Charles on en est arrivé ici, il avait demandé qu'on fasse une messe à la mémoire de Muziriwa. C'est comme ça que j'ai eu contact avec certains pères jésuites. Il y a le patron des jésuites au Congo qui a publié un livre. Il s'appelle Rigobert Kyungu Musenga. C'est un jésuite. Donc c'est le chef des jésuites ici. La liberté intérieure comme fruit du discernement spirituel. Tentative d'un portrait spirituel du serviteur de Dieu. Monseigneur Muziriwa, archevêque de Bukavu, 1926-1996. Donc, quand vous les lisez, c'est aussi les jeunes gens les lisent, je pense que ce qui se passe à l'Est, ça ne va pas continuer. Ça va donner une certaine conscience. Troisième livre que je recommande aux catholiques, et tous les catholiques, évêques, archevêques, mais aussi simples croyants. C'est sur acte du symposium international, Monseigneur Muziriwa, Bukavu, Sud, Kivu, RDC, du 31 août au 3 septembre 2023. La justice, la réconciliation et la paix dans la région d'Afrique des Grands Lacs, sous l'inspiration de l'engagement sociopolitique du serviteur de Dieu, Monseigneur Christophe Muziriwa. Je pense qu'on ferait quand même, ce serait mieux de former notre élite, donc notre jeunesse chrétienne. Catholique, à l'esprit de Monseigneur Muziriwa. Je pense que si les catholiques, les jeunes catholiques sont formés selon l'esprit de Monseigneur Muziriwa, je ne pense pas que le Congo sera balkanisé. Donc, ce que je demande à notre Église, c'est former des gens, des élites solides, d'abord qui sont des croyants. Parce que quand les gens lisent régulièrement la Bible, c'est réellement il y a des gens qui lisent la Bible, vous allez voir, vous avez une conscience. Avec la conscience, vous pouvez prendre des décisions ou bien poser des actes pour le bien de la communauté. Mais malheureusement, on voit que malgré le nombre d'églises qui sont au Congo, il y a trop de voleurs, on ne vole que des millions, il n'y a pas de justice, il n'y a rien. Donc ça signifie quoi? L'Église a échoué. Nous devons nous remettre en cause pour l'avenir des générations. Donc, en fait, vous parlez de l'Église qui a échoué ou les dirigeants de l'Église qui ont échoué? Je parle de l'Église a échoué parce que l'Église a une mission. Quelle est la mission de l'Église? C'est donner la liberté à la population. Pas seulement faire, pas donner seulement manger. Parce que quand quelqu'un est libre, il y a du travail. Quand il travaille là, l'argent, il vit. Il n'y a pas de liberté. Monsieur Freddy Moulumba, l'Église catholique s'est souvent opposée aux dirigeants qui considéraient comme étant les dirigeants qui dévient. Le président Kabila en a fait les frais avec les marches des catholiques. Il y a eu même des morts. Oui, beaucoup de morts. Même à l'époque du président Mobutu, la marche des chrétiens catholiques, exact. Ils sont opposés au pouvoir de l'époque, qui pour eux déviait. Mais vous, aujourd'hui, vous dénoncez le fait que l'Église catholique s'attaque au président Tshisekedi. Mais ils ne sont-ils pas dans leur tradition? Non, mais je dis que l'Église a le devoir, quand ça ne marche pas, de parler. Ce qui est normal. Mais l'essentiel est où aujourd'hui? Est-ce que vous voyez notre Église parler de l'occupation de Bunagana? Ça fait 2 ans. Est-ce que vous voyez notre Église parler des pillages de nos minerais actuels là, à Bunagana? Pourquoi ce silence? Moi, j'ai dit, l'Église, aujourd'hui, doit prendre des positions. Comme en tant qu'institution, ils ne font pas la politique. Vous avez, dans les temps, on a le comité laïque de coordination. CLC, avec le professeur Ndaïwel. Mais ils prennent des positions. Mais l'Église était derrière. Comment aujourd'hui on peut voir un pays occupé, piller 7 millions de morts, pardon, de places internes à Goma, Bukavu, allez-y sur place. Tous les bandits tuent les Congolais.
nous voulons quitter la dénonciation pour aller vite à l'action. L'action, c'est quoi? Mobiliser nos chrétiens pour dire nous ne voulons pas connaître une recolonisation. Pour cela, il faut informer les chrétiens et les former aussi. Ça n'empêche pas qu'on parle de la Constitution, on peut en parler. Mais il faut hiérarchiser entre la Constitution et l'occupation de Bunagana, ça fait 2 ans, et la balkanisation qui est faite. On va faire quel choix? Il faut hiérarchiser la manière dont on lutte. Sinon, c'est une catastrophe. Ça, moi, j'ai dit, notre Église est responsable. Les critiques doivent venir de l'Église. Ça ne veut pas dire que quand on critique l'Église, on devient anti-Église. Non. Voyez-vous un peu la part du gouvernement congolais, M. Freddy Mulumba? Aujourd'hui, nous avons plusieurs armées étrangères à la partie Est. Il y a les forces de la SADC, il y a les forces burundaises, il y a les Wazalendo, tout ça. Et est-ce que vous ne voyez pas que l'État, aujourd'hui, se méconduit également dans cette affaire, M. Freddy Mulumba? La responsabilité n'était pas partagée entre, d'une part, le gouvernement et les élites, notamment l'Église catholique. Je vais te dire que nous sommes tous responsables. Dis-nous tous responsables. Parce que, normalement, là où il y a des élites, on ne peut pas accepter ce qui nous arrive aujourd'hui. On s'étonne que le Congo, 100 millions d'habitants, un pays trop riche, mais un petit pays comme le Rwanda, nous malmène et nous occupe. Effectivement, ce n'est pas les Rwandais. Ce sont les multinationales, les globalistes qui sont derrière. Parce que même si on veut couper ces pays-là, ce n'est pas couper le Congo, ce n'est pas pour les biens des Rwandais. Les élites rwandaises vont profiter parce qu'ils auront des terres presque gratuitement. Mais les multinationales, l'Occident veut mettre la main sur nos richesses. C'est là où l'Église doit faire son travail. Parce qu'aujourd'hui, le Congo éclate. L'Église catholique, c'est fini. Mais malheureusement, notre Église est ailleurs. Elle est ailleurs, et je reprends ça. L'Église est ailleurs. Donc, on ne fait pas... si on parle ainsi, parce qu'il y a un problème, il faut chercher des solutions. Il faudrait que l'Église organise la jeunesse, organise les intellectuels, avec un discours clair. D'abord, ceux qui occupent notre pays, ceux qui nous tuent, ceux qui nous pillent, quitter la dénonciation, passer par l'action. L'Église l'a fait du temps de Kabila. Pour la Constitution, c'était on voulait changer l'article 220. On a mis les gens dans la rue pour ça. Il y a eu des morts, non? Mais comment aujourd'hui? On est occupé par les Rwandais. On pille notre pays. On vous dit on va le couper. L'Église c'était. Non. L'Église doit demander à notre peuple, donc le communauté des croyants, d'aller dans la rue. Ce n'est pas l'Église qui va faire les manifestations, mais du moins, ce sont des chrétiens. Ils ont besoin d'un soutien de l'Église. Parce qu'on l'a fait du temps de Kabila, avec comment on appelle ici, le comité laïque de coordination. Oui. Donc, on ne comprend pas cette léthargie. Donc, c'est le moment où l'Église doit se réveiller pour essayer de mobiliser notre élite catholique, chrétienne, pour réclamer d'abord la liberté et l'indépendance. Pas seulement par rapport au gouvernement. Il faut le faire. Mais par rapport à ce qui nous occupe. Parce qu'aujourd'hui, le pays disparaît. Il n'y aura plus de gouvernement. On va faire comment? Donc, il faut hiérarchiser. Vous avez l'occupation du Congo. Vous avez les pillages. Vous avez les morts. Vous dites au peuple, dans vos peuples de Dieu, nous devons nous battre pour nous libérer. Ça, c'est le premier niveau. Pour qu'on ne puisse pas connaître encore une certaine recolonisation. Deuxième niveau, c'est là où vous pouvez parler la question de la Constitution. Ce qui est normal. Il faut qu'il y ait un débat sur la Constitution. Il faut qu'il y ait des points de vue des gens. Ce n'est pas interdit. Le candidat peut donner son point de vue, ce qui est normal. Mais ici, l'essentiel pour moi, c'est ce qui se passe à l'Est. Là. Parce que si le Congo implosait, vous aurez encore des élections, vous aurez encore le pouvoir. Donc l'essentiel, c'est sauver le Congo avec ce qui se passe. Et l'Église est mieux placée parce qu'elle a des structures. Il y a quand même un groupe de Congolais qui pensent que les problèmes du Congo aujourd'hui est incarné par l'exécutif national, notamment la présidence et le gouvernement. Ça veut dire que si aujourd'hui on met
le chef de l'État Félix Tshisekedi de côté, on met de côté ce gouvernement, il y aura la solution au problème de l'Est, parce que c'est ce gouvernement ici qui est venu créer donc pas créer, mais aggraver ces problèmes. Le problème est que nous ne sommes pas capables de faire des analyses en profondeur. Il y a beaucoup de publications, beaucoup. Je pose la question si les élites congolaises lisent ce que les universitaires congolais publient. Je pose une question. Enlevons les individus. Kabila est venu. On a pensé que ça allait changer. Kabila Mouzer, non? On l'a assassiné. Joseph est arrivé. On a pensé que ça allait changer. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas changé. Aujourd'hui, Tshisekedi est là. Vous voyez la situation. Donc, la situation ne vient jamais d'un président. D'un président. Ça signifie qu'il faut aller au-delà des individus. Écartons les individus. Voyons la réalité. Pourquoi pendant 30 ans, cette crise perdure? Pourquoi? Pendant 30 ans, on a fait 10 millions de morts. On a fait 7 millions de déplacés internes. 500 femmes violées. Voilà là où on devrait avoir le débat. Pas ce que nous faisons là. Sinon, le travail des intellectuels maintenant. Ceux qui ont des compétences doivent montrer la voie à suivre. Pour comprendre cette question, cette guerre, il y a beaucoup de publications à l'université. Est-ce que vous voyez les gens, les hommes politiques congolais, en parler? Même au Parlement, il y a un problème. Ce n'est pas un problème d'individu. Nous sommes victimes du capitalisme occidental prédateur. Ils ont décidé, en disant que c'est eux qui ont créé le Congo, ils doivent revoir encore les frontières. C'est eux qui ont décidé. Ce ne sont pas des Congolais. Ils sont aussi dans cette constitution qui consacre la partition de la souveraineté, en quelque sorte. J'ai déjà parlé, comme vous l'aviez dit. La fois dernière. Cette constitution, ce n'est pas notre constitution. Il n'y a pas à discuter. Ceux qui ne sont pas d'accord, il faut engager un débat. Pas dire on va marcher. Non. Venez avec des preuves. Nous ne voulons pas qu'on change la constitution et de garder ce qu'on avance comme argument. Les autres vont avancer leur argument. C'est ça la démocratie. On ne veut pas accepter ce que l'autre dise. Et puis la constitution ici, ça fait combien de temps qu'on dit sur la révision? C'est pas aujourd'hui, c'est depuis Kabila. C'est depuis Kabila. On dit que l'Église a demandé aussi, depuis Kabila l'a dit, que l'Église était contre la constitution. Mais on veut la changer. Pourquoi l'Église refuse? Il y a des choses qu'il faut toutefois... il faut aller au-delà des sentiments. Au-delà des sentiments. Monsieur Fodi Moulumba, on est en train de chuter. Hein, juste une petite question qui reviennent souvent. Le président Kabila disait qu'il a manqué 15 collaborateurs qui pouvaient l'aider quand même. Est-ce que vous avez l'impression que le président Tshisekedi en a aujourd'hui? 15, 20, 30. Est-ce qu'il en a aujourd'hui? Je pense que même le président a dit la même chose que le président Kabila. Ça prouve qu'il y a un problème au niveau de notre classe. Car notre élite, nous avons une élite qui n'est pas à la hauteur des enjeux. C'est le drame de ces pays. Les universités ont formé beaucoup plus de bandits, de voleurs, des gens sans conscience. Nos universités forment des bandits, c'est quand même fort. Mais on les voit maintenant. Qui détourne l'argent? Ce sont les universitaires, non? Hein? Qui boycotte aujourd'hui tout ce qui est justice? Ce sont les gens qui ont fait l'université. Est-ce que réellement on a formé des élites? Une élite qui se met au service du peuple. Mais les détournements, il y en a partout, M. Fodi Moulumba. Même aux États-Unis, il y a quand même. En Amérique, quand on détourne, les gens sont en prison. Va voler en Amérique, tu es en prison. Et si on vole, les magistrats sont complices. Le même matin, les mêmes voleurs sont sortis. Et curieusement, ils sont encore au Parlement. Mais il y a un problème quand même. Notre société est malade. Voilà pourquoi, avec les débats sur la Constitution, il faut qu'il y ait un débat de fond. La société est malade. On n'a plus de repères. Tous les voleurs et les bandits sont des chefs aujourd'hui. Il faut aller dans le deuil. Hein. Tu peux venir dire non, ça c'était un savant. Il passe inaperçu. Mais quand les voleurs reviennent, tout le monde est debout, on les salue comme présents. Toutes les autorités ne sont pas voleuses quand même. Je ne dis pas tout. Mais le problème est qu'ils sont nombreux. Ceux qui volent sont nombreux. L'exemple est là. Des millions. Regarde à travers la ville. 500 millions, 200 millions. Mais ça n'a pas commencé avec le président Tshisekedi, même du temps de Kabila. Ça signifie qu'il y a une mafia qui s'est installée. Ce n'est pas un problème d'individu. Il faut maintenant qu'il y ait un débat entre... c'est là où l'importance de l'Église. Parce que l'Église garde la morale de la société.
Mais quand l'Église aussi a des problèmes, c'est fini. Donc, nous demandons à notre Église de revenir à ses origines. Ça signifie que d'être les garants de la morale, de valeurs morales, de valeurs chrétiennes, vérité, travail, honnêteté, de se mettre aux côtés des pauvres, pas par des discours, par des actions. Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir, M. Freddy Moulou? Donc, moi, j'ai l'espoir parce qu'il faut relire l'histoire. C'est l'histoire qui peut nous montrer que nous aurons, ça va marcher. Il y a quand même l'espoir. Parce que en combien d'années? Parce qu'on n'a pas de route. Ce qui se passe aujourd'hui, vous êtes encore jeune. On n'a pas d'école. Vous êtes encore jeune. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est passé entre 1960 et 1965. Il y avait une crise sans précédent. Les politiciens, tous les politiciens, après l'indépendance, se sont appropriés tous les biens des Blancs. Des voitures, des maisons, corruption partout. L'homme, on n'était pas pour est-ce qu'on était prêt pour l'indépendance? Non. Est-ce qu'on était vraiment... Mon cher ami, on avait une élite qui pouvait prendre le relais. Prêt ou pas, on devrait être indépendant. Parce que c'était pas normal. Sans universitaire? Non, c'est pas normal. C'était la faute des Belges. Parce que quand vous partez des pays francophones, il y avait déjà des universitaires. Senghor. Le plan Bilsen, le plan Bilsen. Quand tu vois par exemple les élites sénégalaises étaient déjà au Parlement. Quand au Congo, il n'y avait même pas d'universitaire. Il n'y avait même pas d'université vers les années 54. Il n'y en avait pas. C'est la catastrophe. On a laissé un pays entre les mains des gens qui n'ont pas fait. Non, on n'a pas laissé les pays. C'était un projet. Je vous dis que le Congo est considéré comme une entreprise internationale. Donc, une multinationale. Ce n'est pas considéré comme un État. On n'a pas besoin des élites bien formées. On a besoin des gens qui doivent travailler pour les intérêts des étrangers. En combien d'années voyez-vous la libération totale du Congo? Parce que les États-Unis, c'est plusieurs siècles après, les guerres d'indépendance, les guerres de l'esclavage, c'est après plusieurs siècles. La libération totale du Congo, vous le voyez dans combien d'années? 100 ans? 200 ans? Non, moi j'ai dit... 10 ans? D'ici 2030. 2030, je pense qu'on va se libérer de toute l'Afrique. Il n'y a pas seulement que le Congo. Donc nous sommes entrés dans un processus de libération pour la deuxième indépendance. Pour qu'on parvienne à contrôler les matières premières, nos richesses. Et que notre peuple, le peuple africain... En 6 ans, on peut arriver? Je te dis que dans 6 ans, on va se libérer. Dans 6 ans, on va, comment dirais-je, chasser tous ces néocolonialistes qui nous exploitent, qui veulent nous dominer éternellement. Mais l'histoire nous montre que c'est un cycle. Hein. En 60, beaucoup de gens ne pensaient pas, donc vers les années 1945, on ne pensait pas que les Belges allaient quitter. Il y a des gens qui disaient non, ils sont plus forts. En 60, les Belges ont fui ces pays. Ça va se réaliser. Donc, tôt ou tard, ceux qui nous dominent seront chassés de ces pays. Ils seront chassés de l'Afrique. Donc, c'est une deuxième indépendance. Je t'ai dit que en 6 ans, sans économie ou bien sans route, on va les chasser de l'Afrique, tous ces néocolonialistes. On va les chasser du Congo. C'est un processus. Ça prendra 6 ans. Retenez 2030. Hein. Parce que ces gens, ce qu'on peut appeler mondialistes, capitalistes, prédateurs, tout normal que nous pouvons mourir de faim et ils doivent bien vivre. C'est la prédation. Accumulation par des possessions. C'est ça le capitalisme occidental. Ces gens ne comprennent que les rapports de force. Nous devons nous battre pour être libres. Les Lumumba, les Kasavubu se sont battus pour la liberté, et les Maloula. Comment aujourd'hui on peut accepter d'être dominé par les autres? Ça va arriver. C'est déjà un début. Ça a déjà commencé avec les États de Sahel, la AES, Burkina Faso, Mali, tout comme Niger. Ça va continuer jusqu'en Afrique centrale. C'est un processus. On ne va pas reculer. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, peut-il jouer un rôle dans cette libération? Est-ce qu'il peut jouer un rôle dans cette libération où la force viendra d'ailleurs? Non, je pense que la seule chose qui peut nous libérer, qui peut libérer le Congo, c'est donner la liberté. Pardon? Quand un peuple est libre, un peuple se libère. Quand il est libre. Mais quand un peuple n'est pas libre, n'a pas d'information, il ne peut pas se libérer. Moi, je demande qu'on donne l'information à notre peuple pour qu'il soit mieux outillé pour affronter tous ces bandits qui viennent, qui nous piquent, qui nous tuent.
allez au village, tout comme à Kinshasa ici. Il y a des gens qui savent pas ce qui se passe à Goma. Parce qu'on n'a pas de médias qui sont à la hauteur. Quand des médias à la hauteur, les médias publics qui doivent informer à chaque minute ce qui se passe à Goma. Comme ça, les gens vont s'intéresser. Ah, ça c'est à Goma, donc on ne peut pas accepter. Donc, la population ne va pas accepter ça. Parce qu'elle est informée. Mais comme l'information ne circule pas, voilà pourquoi l'Ouganda et le Rwanda nous malmènent. Donc l'information libère. L'information, c'est la liberté. Donc il faudrait que nos médias publics et privés fassent ce travail. Ça va arriver de toute façon. Hein? C'est un processus. Hein? C'est la roue de l'histoire. Hein? Ça tourne. Je pense que tous les Congolais vont faire un grand effort pour se libérer de la domination occidentale. Il faut changer notre mentalité. C'est là le problème. On a une culture d'esclaves. Mais surtout changer la constitution. Hein? Donc, changer la mentalité. On a une culture d'esclaves. Quelqu'un qui vient dans votre maison, il frappe, il le tue. Demain matin, vous vous embrassez, mais vous ne comprenez pas le sens de l'histoire. Un bandit, on les chasse. S'il est fort, vous créez un rapport de force, vous les chassez. Sinon, il va vous faire esclave. C'est comme ça que nos grands-pères et grands-pères ont été battus. Merci beaucoup, Monsieur Freddy Mulumba, journaliste, politologue et chercheur sur les questions de Grand Lac. Lui qui défend le projet également de changement de la Constitution. Il est venu aussi répliquer à cette information du secrétariat général de la CENCO qui disait que M. Mulumba a désinformé la population face à l'attitude de l'Église liée justement au danger de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Il est venu donc rééclairer l'opinion. Donc en fait, ce n'est pas une polémique. Non, pas du tout. Pas de polémique, mais l'Église a fait du travail, personne ne peut contester. Mais actuellement, on sent une léthargie. Donc, il faut que l'Église se réveille. Avec l'arrivée du Fédolin Mbongo, j'ai dit ceci, actuellement, il y a léthargie. Avec l'arrivée du Fédolin Mbongo. Non, mais c'est lui qui est à la tête de l'Église catholique de Kinshasa. Il y a une léthargie. Avec son arrivée, il faut maintenant qu'on mobilise les gens pour des questions importantes, pas des questions secondaires. Ça signifie qu'il faut mobiliser notre peuple pour libérer le Congo de l'occupation rwandaise, ougandaise et des militations occidentales. Si on ne le fait pas, le Congo va disparaître. Le Congo est sous la menace de la balkanisation, le Congo risque de disparaître. Merci beaucoup, M. Freddy Mulumba, d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Il y a 2 ouvrages, La liberté intérieure comme fruit du discernement spirituel de M. Rigobert Kyungu Musenge et Au pays des crimes et des martyrs, Monseigneur Mouzenira 25 ans après un sacrifice pour rien. Donc, c'est le livre de Monseigneur Sébastien Joseph Muyengo Mulombe. Vous pouvez les retrouver à l'édition Cause d'Afrique et édition Loyola. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Portez-vous bien. À très vite sur votre chaîne Congo Buzz. Au revoir.